Bonjour, il est 10h02, donc on va commencer. On a déjà un bon nombre de personnes là, qui sont rassemblées. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Pierre Legagneux, qui est professeur au département de biologie de l'Université Laval, qui a accepté de venir nous présenter une partie de ses travaux. Petite biographie d'usage, M. Legagneux a obtenu un diplôme de maîtrise en biologie des populations et des écosystèmes de l'Université de Caen-Normandie, puis un diplôme d'études approfondies et un doctorat en écologie énergétique et comportement de l'Université de Strasbourg. Après 2 postdoctorats en biologie à l'Université Laval et à l'UQAR, il a été recruté comme chercheur au Centre d'études biologiques de Chizé au CNRS, où il a pu nouer plusieurs liens de collaboration entre la France et le Canada. Depuis janvier 2019, Pierre Legagneux est professeur au département de biologie de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Il est, depuis août 2019, titulaire de la chaire de recherche Sentinelle-Nord sur l'impact des migrations animales au sein des écosystèmes arctiques. Enfin, au nom de toute l'équipe INQ et de ses partenaires, je remercie M. Legagneux d'avoir accepté notre invitation. On a bien hâte de vous entendre, donc je vous cède dès maintenant la parole. Bon webinaire. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Alors moi, j'envisage un peu ces webinaires-là plutôt comme si on était autour d'une table avec des croissants, des bons cafés, puis vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, on discute. C'est sûr que c'est pas évident, la formule à distance, mais bon, on va essayer de faire ça un peu plus sympathique, le plus sympathique possible. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne va pas me déranger du tout. Donc, comme on l'a dit, j'ai un accent français, je viens de France et puis je viens d'un endroit, on l'a mentionné là, le Centre d'études biologiques de Chizé. C'est spécialisé entre autres dans l'étude des oiseaux, que ce soit des oiseaux antarctiques au début, puis des oiseaux champêtres qu'on retrouve dans les agrosystèmes. Donc, et puis là, ils ont montré, et puis ça fait un peu la manchette dans les journaux, même à l'international, montré qu'il y avait un déclin important des populations et depuis 89, donc que ce suivi-là est en place, eh bien, un déclin des populations et surtout un déclin des espèces qui vivent au niveau des plaines agricoles là-bas. Alors, est-ce que c'est une raison, est-ce que c'est une de ces raisons-là qui m'ont fait migrer vers le Québec? Peut-être. Est-ce que c'est cette perte de biodiversité-là qui m'a fait quitter le Québec? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez désolant de voir ces plaines-là qui sont de moins en moins euh, actives, si on veut, où il y a de moins en moins de chants d'oiseaux. Alors, le printemps silencieux est peut-être en train de venir en France, et alors si on veut migrer, on peut choisir les derniers refuges de biodiversité. Il y a un papier sorti en 2018 qui montre que les forêts boréales canadiennes sont parmi les derniers refuges un peu non touchés par l'empreinte humaine sur la planète. Alors, est-ce que c'est pour ça que j'ai migré? Peut-être. J'ai des doutes, mais pourquoi pas? Et quand on regarde les données, est-ce que c'est vraiment le cas? La réponse n'est pas tant que ça, parce qu'on retrouve les mêmes patrons de perte de biodiversité chez les oiseaux. On les retrouve aussi en Amérique du Nord et on les retrouve aussi au niveau de la forêt boréale ici. Donc, il n'y a pas de recette magique. En fait, le déclin de la biodiversité, il est mondial. On parle d'une nouvelle période géologique, l'Anthropocène, eh bien, elle est marquée par un déclin rapide prononcé de la biodiversité. Et les causes de ces déclins-là, ils sont relativement bien connus. Si on reste au Canada, eh bien, on regarde Ah oui, c'est vrai que l'animation arrive déjà, mais c'est pas grave. On voit les causes de la mortalité induite chez les oiseaux. Et bien, les chats errants sont parmi les premiers, les causes principales de mortalité chez les oiseaux. Et ces chats-là, alors j'aime bien cette photo-là parce qu'elle donne envie d'avoir des chats. C'est l'idée du paradoxe, c'est que même si moi je sais ça, je sais que les causes principales de la perte des oiseaux, que je travaille sur les oiseaux beaucoup, et je sais que c'est les chats, mais j'ai quand même un chat, puis cet après-midi, je vais aller m'en occuper, je vais chez le vétérinaire. Alors le paradoxe, il est partout, il est chez le chercheur qui vous parle, il est dans notre quotidien, et c'est une période paradoxale qu'on vit, et tellement paradoxale que c'est quand on a un déclin de la biodiversité marqué qu'on est à peu près en même temps, donc on se préoccupe de cette perte de biodiversité-là, on a des moyens fantastiques pour la suivre, cette biodiversité-là, pour
avoir de l'information, que ce soit par des images satellites, par des petits émetteurs embarqués. On peut avoir énormément d'informations. Alors, cet exposé ce matin ne permettra pas de faire une revue exhaustive de tous les possibles, mais moi, je vous en présente quelques exemples là, en introduction. Eh bien, vous avez ici, par exemple, depuis 2015, il y a un satellite qui s'appelle Worldview et qui permet d'avoir des images précises à 30 cm. Alors, il y a un article récent paru en 2020 qui vous montre qu'on est capable de recenser les éléphants, et pourtant on voit que des éléphants dans un paysage comme ça, un peu hétérogène, c'est pas forcément évident. Et bien grâce à ces images-là, couplées à l'intelligence artificielle, et bien on est capable d'avoir une estimation des populations d'éléphants en Afrique du Sud ici, qui est extrêmement précise. Donc j'appelle ça la révolution de Remote Sensing Revolution, mais de cette révolution-là, il y en a une autre, c'est le suivi par biotélémétrie ou The Biologging Revolution. Et donc ça, c'est un papier que vous avez peut-être vu, c'est ce graphique-là là, qui nous montre en fait qu'en fonction de la taille des espèces, eh bien, on peut appliquer différentes technologies pour suivre différentes espèces, et on peut suivre même les espèces les plus petites, donc que ce soit avec des géolocateurs, des GPS, des satellites ou des images radar. Eh bien, avec ces technologies-là, on peut effectivement suivre le mouvement, le déplacement de nombreux individus, donc des oiseaux, des chauves-souris et même des insectes, et évidemment des mammifères. Et pour les insectes, eh bien, récemment, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Motus. Et en fait, c'est l'installation de tours qu'on voit ici. Donc ici, vous avez une tour comme des vieilles antennes télé. Là. Ces antennes-là vont capter des signaux VHF, donc des émissions radio à relativement haute fréquence qui vont être captées. Et donc, on voit ici qu'il y a un petit émetteur ici qui est placé, qui est collé, qui fait quelques 0,3 grammes avec une longue antenne. Et on est capable quand il passe à proximité de ces antennes-là, dans un rayon de 20 km, eh bien, l'individu est détecté. Donc, ces nanotags-là, on peut les mettre sur vraiment des espèces extrêmement petites. Donc, cette libellule-là, on va pouvoir la suivre durant sa migration. Et grâce à ce réseau, on voit la carte ici avec toutes les antennes qui ont été placées. Eh bien, on est capable de voir quand est-ce qu'elle passe à proximité de l'antenne. Et donc, pour des individus qui se déplacent sur des grandes distances, eh bien, on est capable d'avoir de l'information sur les dates de départ, les dates d'arrivée. Donc, toute cette phénologie de la migration-là, on est capable de la suivre grâce à cette technologie-là, et même de suivre des individus très petits. D'autres technologies qui ressemblent un peu à ça, c'est le reverse GPS. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir le même réseau, mais beaucoup plus resserré, et d'être capable ici, non pas d'avoir des dates de migration, mais d'avoir par triangulation inverse. Donc, c'est le même petit émetteur ici qui émet un signal continu, un ping comme ça, qui va être réceptionné par différentes tours. En fait, ici, on voit les points ici. Ces points-là sont des tours, vont réceptionner le signal, et en fonction de la vitesse à laquelle le signal est récupéré, donc tout ça est intégré. Donc, il y a chaque base station ou antenne va se parler pour pouvoir savoir à quelle vitesse le signal a été récupéré pour ensuite déterminer la position. Ce qui fait que ça nécessite assez peu d'énergie. La batterie qui est insérée ici est assez petite, et on peut équiper comme ça des individus des espèces assez petites et les suivre. Donc, ils ont fait ça ici en Israël sur des chauves-souris, et ils ont été capables de montrer que le déplacement de ces chauves-souris-là n'était pas du hasard, mais il y avait bien une mémoire. Donc, en fonction c'est bien le lieu qui avait été visité la fois d'avant qui est préféré. Et donc, ces petites chauves-souris-là qui se nourrissent de fruits, eh bien, ne vont pas avoir un trajet au hasard, mais vont bien utiliser leur mémoire pour retrouver leur chemin. Ce qui n'avait pas été montré chez des espèces aussi petites jusque-là. Donc, ces systèmes-là sont en place, et donc on peut suivre beaucoup d'espèces, on peut avoir beaucoup d'informations. Donc là, même pour des espèces toutes petites, on peut avoir des trajets assez précis. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un aspect descriptif à ça.
Il y a aussi un aspect intéressant qui va plus toucher l'écologie et l'évolution, c'est-à-dire essayer de comprendre si des stratégies associées à ça, est-ce qu'il y a des individus qui ont une différente stratégie, est-ce que ça leur procure un bénéfice et est-ce qu'ils sont capables d'évoluer aussi au cours du temps, de changer leur stratégie. Eh bien ça, j'ai un exemple ici chez un puffin cendré, une espèce d'oiseau marin qui a été suivi avec des petits géolocalisateurs. Je vais expliquer la méthode juste après. Eh bien, on est capable d'avoir l'information sur leur trajet de migration. Ils ont comparé des individus, donc ils ont été équipés quand ils étaient jeunes et puis ils ont été suivis sur plusieurs années et ils se sont rendus compte que les premières années ici, on voit le jeune individu en blanc ici, eh bien, ce jeune individu va avoir des trajets assez complexes, alors que ce même individu, un an plus tard, le trajet sera un peu moins complexe, enfin en tout cas son trajet de migration. Et quand l'individu devient adulte, son trajet est beaucoup plus rectiligne, ce qui lui permet de partir plus tôt, d'arriver plus tôt, de nicher plus tôt, donc de lui avoir conféré plutôt un avantage à ça. Donc il y a un apprentissage dans la migration, et donc les trajets vont s'affiner, si on veut, pour avoir quelque chose de plus précis au cours de l'âge. Donc, c'est des informations comme ça qu'on peut aller chercher grâce à cette nouvelle technologie, si on veut. Et donc, on peut avoir plus d'informations sur les stratégies employées et leurs bénéfices ou les coûts éventuellement. Donc, pour des espèces assez petites, on ne peut pas utiliser n'importe quoi, on ne peut pas les équiper de gros sacs à dos avec des gros GPS, on va les équiper avec ce qu'on appelle des géolocalisateurs. Alors, c'est ou des light sensors, en fait, c'est ce petit, on le voit ici, donc ce petit appareil ici, c'est en fait juste une cellule qui va capter la luminosité et donc détecter la luminosité avec une horloge. C'est juste une horloge et un capteur lumineux qui sont intégrés avec une batterie. C'est relativement simple, c'est posé sur une bague ici et posé à la patte ici d'un lab à longue queue qui a été capturé en article par Yannick Seya qui fait son doctorat dans notre groupe de recherche avec Gilles Gauthier. Eh bien, ils ont équipé des géolocalisateurs depuis 2014 et ils peuvent les suivre comme ça. Comment ils les suivent? En fait, ils obtiennent comme données ici des informations sur la longueur du jour et le timing. Donc, quand est-ce que le lever du jour, à quel moment il s'est fait. Et avec ces informations-là, durée du jour et puis timing journalier, enfin la date de lever, l'heure de coucher, on est capable de repositionner l'individu sur le globe. Alors certes, avec une précision qui n'est pas terrible, c'est qu'on est entre 100 et 200 km, mais quand même, quand on a des individus qui parcourent de grandes distances de migration, eh bien, ça nous suffit pour comprendre où est-ce que ces animaux vont. Et Yannick a fait un travail colossal de récupérer ces données-là. Ce n'est pas évident parce que là, on doit recapturer l'oiseau ensuite quand on est sur le terrain. Donc là, vous voyez Yannick avec un lab à longue queue pour lequel il a récupéré les géolocalisateurs et pour lequel il a été capable de montrer en fait le déplacement de ces oiseaux-là. J'espère que ça va fonctionner. Ah ouais, non, forcément. Super. Attends, je vais enlever ça. Donc là, il a fait une animation pour vous montrer les trajets de migration de différents individus. C'est plusieurs centaines d'individus qui ont été marqués et suivis pour lesquels on a des trajets de migration. Et vous voyez, ils vont parcourir des distances colossales, aller utiliser l'ensemble de l'océan Atlantique pour hiverner. Donc, c'est des individus qui sont marqués ici à l'île Bylot. Donc, l'île Bylot se trouve ici, tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous avez les trajets de migration. Ils vont passer l'hiver dans l'Atlantique Sud. Certains vont même aller jusque dans l'océan Indien. Et ensuite, à partir du mois de février, eh bien, on a le début de la migration printanière. Ils vont retourner à leur site de reproduction. Et ce que vous allez voir à la toute fin, soyez attentifs maintenant, c'est qu'ils vont, même s'ils ils ont été hivernés dans des localisations très différentes, ils vont tous converger quasiment en même temps vers leur site de reproduction en Arctique. Donc, c'est une espèce assez incroyable parce qu'il montre une très forte, un timing de phénologie. Enfin, ils arrivent presque tous en même temps, à une semaine près,
sur leur site de reproduction. Et puis, c'est une espèce qui est complètement marine, pélagique, qui va se nourrir de petits poissons pendant tout l'hiver ou quasiment pendant toute sa vie. Mais pendant l'été, pendant la saison de reproduction, ben, on va le retrouver. Ça va être un animal terrestre à ce moment-là qui va se nourrir d'insectes, qui va se nourrir d'araignées un petit peu, et puis surtout de lemmings quand il y a une forte abondance de lemmings dans la toundra. Eh bien, c'est pas rare de voir cette espèce d'oiseau se nourrir de lemmings. Et c'est une espèce qui est très philopatrique, c'est-à-dire très attachée à son site de reproduction, donc va toujours retourner au même endroit pour se reproduire. Et les années où il n'y a pas de lemming, cette espèce-là va décider de ne pas se reproduire une année donnée. Puis c'est une espèce qui vit plusieurs dizaines d'années, donc elle peut sauter un événement de reproduction. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la même animation. Une autre étude un peu similaire, c'est-à-dire que c'est aussi des géolocalisateurs. C'est une étude qui est menée par Donjean Léandri Breton, qui est un étudiant en doctorat aussi dans notre groupe, mais qui est affilié avec Kyle Elliott. Donc c'est un partenariat avec Kyle Elliott et le CNRS HISE. Donc à HISE, ils suivent plusieurs espèces d'oiseaux, j'ai mentionné au début, mais ils ont un suivi à long terme sur une espèce de mouette, donc la mouette tridactyle ici, pour lesquelles il y a aussi des géolocalisateurs qui sont posés sur des bagues et qui sont suivis depuis 11 ans maintenant et pour lesquels on est capable d'avoir des trajets. Et ces colonies, elle est suivie où? Au Svalbard ici, qui est très très au nord, c'est 78 degrés nord, et pour lesquels donc c'est cet oiseau-là qui va nicher dans des falaises, un oiseau typiquement marin. On est capable d'attraper les oiseaux qui nichent dans la colonie et on est capable d'avoir une information sur leur trajet. Et comme vous voyez, pendant l'automne, eh bien, les oiseaux vont rester proches de la colonie et commencer à descendre le long de la côte du Groenland et arriver dans les grands bancs de Terre-Neuve. Et c'est là qu'est le principal site d'hivernage, on voit ici en hiver. Et il y a quelques individus qui vont parcourir ici les côtes canadiennes, rentrer un peu dans le golfe du Saint-Laurent et ensuite on va avoir au printemps une remontée vers le site de reproduction. Donc un peu comme pour les laves, donc ils vont utiliser plutôt l'Atlantique Nord pour cette espèce-là. Et ce que Donjean a réussi à faire, c'est un peu comme Yannick, c'est compiler l'ensemble de l'information, être capable de synthétiser cette information-là, puis de se rendre compte qu'il y avait donc les individus avaient une plus grande fidélité quand on comparait les individus entre eux que quand on les comparait à l'ensemble des individus suivis. Donc il y a une plus grande distance entre les individus qu'il y a une distance entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles quelque part à leur site d'hivernage, même si leur site d'hivernage, c'est l'océan. Eh bien, les individus qui vont se retrouver, mettons, le long des côtes canadiennes ou dans le golfe du Saint-Laurent, eh bien là, ces individus-là vont revenir chaque année hiverner au même endroit. Et donc ça, c'est ce que Donjean a fait, c'est sous presse dans Marine Ecological Progress Series. Et ce que je trouve intéressant dans cette étude-là, c'est que ça offre plein de futurs axes de recherche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder si cette fidélité-là a un site donné, eh bien, est-ce que ça procure un avantage? Parce que les mêmes individus vont être suivis pendant leur reproduction. Donc, on va pouvoir faire les liens entre hivernage ou migration et puis décision de reproduction. Est-ce que c'est ces individus-là qui arrivent plutôt, ceux qui vont hiverner plus à l'ouest? Eh bien, c'est des questions qu'on va explorer dans le cadre du doctorat de Donjean. Ensuite, on a plusieurs projets qui sont un peu sur la même veine, c'est-à-dire essayer de documenter les patrons de migration et puis essayer de mieux comprendre leurs décisions de reproduction. Et puis c'est quelque chose que Thierry Grandmont, un étudiant dans mon laboratoire, a commencé. Lui, il s'intéresse à savoir est-ce que les décisions individuelles de départ en migration, d'arrivée de migration, puis de date de ponte, ont changé au cours du temps chez une espèce, la grande oie des neiges. La grande oie des neiges, donc, elle parcourt donc elle hiverne aux États-Unis, elle vient faire un arrêt au Québec et ensuite elle va se reproduire dans le haut Arctique, à l'île Bylot, là, au même endroit qu'on suit les labs avec Yannick. Eh bien, depuis fin des années 90, il y a certains individus qui ont été suivis avec des émetteurs. Alors, c'est des émetteurs VHF, un peu comme nos mini-tags à l'époque. Eh bien, à l'époque, ça faisait 60 grammes et par contre, le pulse est plus fort.
Eh bien, avec cette technologie-là, ce n'est pas une nouvelle technologie, cette ancienne technologie-là, on est capable de suivre et des tours automatisés, on est capable de détecter les dates d'arrivée là-bas. Et donc ça, c'était tout le projet de Thierry, de remettre ça au goût du jour avec éventuellement des émetteurs GPS et des émetteurs VHF. On faisait un tuilage entre les deux, on suivait les migrations de ces individus-là en comparant une période 97-99 et puis 2019-2021. Donc, on revenait 20 ans après où il y a eu des changements climatiques importants, notamment en Arctique, et on voulait voir si les oiseaux avaient, enfin, les oies des neiges avaient changé, c'était quelque part adapté légèrement, avaient changé leur phénologie, si, s'il y avait quelque part un mismatch entre leur date de migration par rapport aux dates d'arrivée, sachant que les changements sont plus majeurs au nord qu'au sud. Et bien tout ça, c'était parti. En 2019, on a commencé le projet. Et puis, patatras, est arrivé notre cher Covid qui a un peu changé les plans et puis mis pas en péril la thèse de Thierry, mais un petit peu. Et donc, il fallait, parce que c'est bien beau la nouvelle technologie, mais si on veut suivre des individus comme ça, il faut quand même les capturer, il faut quand même leur poser un émetteur pour pouvoir les suivre. Et ça, l'arrivée du Covid, c'est pas tant le Covid, c'est plutôt le confinement et le fait qu'on soit chez nous qui nous a empêchés de travailler, donc de poursuivre notre recherche. Et donc, ça avait un impact sur la maîtrise de Thierry. Et on a quand même réussi, alors ça, c'est une animation qui vous montre l'étendue du Covid au mois de mars. Donc, quand ça s'est arrivé aux États-Unis, eh bien, il y avait de plus en plus de cas. Et là où il y avait de plus en plus de cas, c'était dans l'État de New York. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mars, avril, on parlait beaucoup, beaucoup de l'État de New York. Il y avait 10% de tous les cas des mortalités recensées dans juste cet État-là, etc., etc. Et on a reçu quelque part, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à recevoir des courriels de chasseurs de la côte nord, du Nunavik, du Nunavut, nous demandant, mais est-ce qu'on va pouvoir quand même chasser des oies en consommer pourquoi? Parce qu'au même moment, eh bien, les oies, elles ont fréquenté le même État de New York et là, on voit les trajets de quelques individus suivis avec, avec des colliers gris. Et donc, ce que j'appelle les colliers gris, on les voit ici. Donc, ça, c'est des colliers qui permettent l'acquisition de données GPS et de l'accélérométrie. Donc, on peut aussi avoir une idée de l'énergétique dépensée par ces oiseaux-là. Et en avril, ici, en même temps que la progression du virus avançait, eh bien, ces oiseaux-là fréquentaient à peu près les mêmes même habitat, même environnement. Donc, il y avait des questions qui ont été posées par les communautés nordiques. Et puis, la réponse des autorités sanitaires, c'était vu que la famille, donc c'est la famille bêta des coronavirus, on ne la retrouve pas chez les oiseaux, il y a très peu de chances qu'on en retrouve. Mais il répondait, il y a très peu de chances. Ce n'était pas un risque nul. Et nous, on a profité de l'occasion quelque part pour aller dire, nous, on est capable de continuer notre suivi, nos captures qu'on fait au printemps au Québec et d'aller confirmer l'absence de coronavirus. Et ça a été notre moyen pour nous de continuer notre suivi qu'on a débuté en 2018, 2018 ou 2019, 2019 à l'île aux Oies ici. Donc l'île aux Oies, c'est situé très proche de la ville de Québec ici. C'est une île qu'on voit ici en long et vous avez au bout notre site de capture. Donc on retrouve ici la carte de migration de l'oie des neiges. Donc elle hiverne aux États-Unis et va s'arrêter ici en avril-mai pour s'engraisser avant de migrer et de se reproduire dans le haut Arctique. Eh bien, on a capturé plusieurs oiseaux à ce moment-là et on a mis en place des protocoles sanitaires. Donc, on s'est fait tester, on a pris des précautions importantes, on s'est même rasé et on a pris des écouvillons. Donc, comme on teste la plupart des citoyens québécois, canadiens, partout dans le monde, avec des petits cotons-tiges qu'on mettait dans la gorge et dans le cloaque des oies. Et on a pu capturer 500 individus. On a rapidement, grâce à une collaboration avec Gary Wong du CHUL, eh bien, on a pu rapidement mettre en place
des analyses PCR. Et puis, je dis Gary Wang, mais en fait, c'est quand même Christina Fredericks qui a fait l'essentiel du travail de laboratoire. Et puis, eh bien, on a pu communiquer rapidement. En 3 semaines, c'était fait. Et début juin, communiquer auprès des communautés nordiques pour leur dire que, ben oui, il n'y avait pas de problème, ils pouvaient consommer, chasser des oies, qu'il n'y avait pas de danger associé avec la présence de Covid. Donc, ça a été bien reçu de la part de nos partenaires, que ce soit des partenaires de santé locale ou des différents Inuits qu'on connaît ou des mairies, etc. Inuits ou communautés nordiques. Et donc, ça a été très bien reçu. Ça arrivait au bon moment. Et puis là, ils avaient une réponse très claire de ben, aucun problème, vous pouvez y aller. Et puis l'autre chose qu'on a exploré, ben, c'est le changement d'utilisation de l'habitat de ces oies qui étaient suivies par GPS ou par VHF, mais principalement par GPS à ce moment-là. Et c'est Frédéric Le Tourneux qui a pris ça en charge, qu'on voit ici. C'est ce beau monsieur fatigué après avoir passé 3 semaines à l'île aux oies. Puis on voit son collier de bagues là, qu'il utilise pour marquer les oies. Et bien lui, avec ses acolytes Thierry et un autre Frédéric Dulude, eh bien, ils ont synthétisé l'information et ils ont pu montrer que, bien, effectivement, les oies avaient changé de comportement entre 2019 et 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, ben, tout le monde était resté chez soi, mais aussi les chasseurs et aussi les effaroucheurs parce que la chasse, je n'ai pas mentionné ça, mais c'est que la chasse existe chez l'oie des neiges au printemps. Et ça, c'est un outil pour réguler la population. Et bien, en 2020, cette pression de chasse a été un peu relaxée. Et donc, il y a eu moins de chasse, à peu près entre 30 et 50% de moins de chasse au printemps 2020. Et ça s'est transformé par une utilisation différente de l'espace. Donc, de ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont utilisé les champs, mais surtout en début de saison, moins à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà atteint leurs conditions. Ici, en bleu, on a 2020. Et ce qu'on voit, c'est la condition corporelle, donc c'est la quantité de gras qui est contenue dans l'abdomen. Eh bien, on voit qu'au cours du temps, on a déjà des captures. Donc, en rose, ici, c'est des données historiques de 2006 à 2009. En orange, c'était l'année 2019 et en bleu, c'est l'année 2020. Et on voit qu'au début de la saison, la condition, elle est déjà très très haute à ce moment-là. Ils ont maintenu leurs conditions, une légère tendance à la baisse, mais non significative. Et donc, ils ont pu maintenir leurs conditions cette année-là. Donc, ils étaient déjà très hautes dès le début mai, ce qui arrive assez peu souvent. Et donc, il y a une partie de cette très bonne condition en 2020 qui est attribuable à la diminution de chasse. L'autre, donc, on a pu faire ça, mais ce qu'on n'a pas pu faire pour la maîtrise à Thierry. Thierry est là, mais ce qu'on n'a pas pu faire, c'est se rendre en Arctique. Et donc, tout l'ensemble de la recherche arctique, vous le savez, a été annulé en 2020. On n'a pas pu se rendre. Et donc là, on a essayé de s'en sortir à travers des données satellites. Alors, là, je dois remercier 3 femmes extraordinaires qui sont Maria, Marie-Christine et Eliane qui ont réussi une prouesse, c'est-à-dire réussi à diriger un satellite pour qu'il prenne des photos à très haute résolution sur notre site d'études à Bilo et réussir à l'avoir 2 fois de suite. Donc, on a ici différentes zones. Ça, c'est notre site d'études qui est suivi à long terme depuis les années 90. Donc, ça fait 30 ans qu'il y a des suivis annuels sur différentes composantes de l'écosystème, que ce soit sur la Grande Oie des Neiges, les labs, les lemmings, etc., qui sont suivis, les renards, les harfans. Il y a plein d'espèces qui sont suivies comme ça, typiques de la toundra arctique. Et puis, ben là, on n'a pas pu y aller. Donc, c'est la première année où il y a un trou complet dans les données. Et la seule façon d'avoir un peu moins de trous, ben, c'était de récupérer de l'information par des images satellites. Et c'est ce qu'on a récupéré. Et donc, on peut réussir, on pouvait compter des éléphants, je vous ai dit ça au début, mais on peut aussi compter des oies. Alors, on ne voit sûrement pas très bien sur votre ordinateur ou votre téléphone dans votre voiture. Je ne sais pas où vous regardez le truc, mais imaginez que si je vous dis qu'il y a des points blancs ici, puis que ces points blancs sont des oies. J'espère que vous allez me croire. Et ça, c'est au mois de juin. Donc, on a une photo au mois de juin, puis on a une photo au mois de juillet. Et au mois de juillet, on voit un peu mieux parce qu'on a moins de neige et on voit que les points blancs ici, ben, on peut les attribuer à des oies. Alors, vous allez me dire, oui, on peut les attribuer à des oies, c'est peut-être aussi des roches. Vous avez peut-être raison. Mais on a eu
un coup de chance incroyable, c'est qu'en 2015, il y a une partie de la colonie qui avait été aussi photographiée par le même satellite, pour lesquels on a pu récupérer l'information et pour lesquels on avait aussi un suivi terrain. Et donc, on a pu regarder s'il y avait une adéquation entre les nids qu'on avait trouvés sur le terrain puis les nids qu'on pouvait trouver avec l'analyse de ces photos satellites. Et on a trouvé qu'il y avait 91% de... Il y avait un match de 91%, puis parfois, on arrivait à retrouver exactement, ou presque, le même nombre de nids dans l'aire considérée. Et on a aussi regardé pour 2020, il y a certaines oies qui ont été nichées à l'île Bylot et qui étaient aussi équipées avec des colliers satellites gris. Et donc, on a regardé la position de cette oie au moment où la photo a été prise. Et ben, on a une précision entre 8 et 30 mètres entre la localisation et une oie qui se trouve, une tache blanche qui se trouve vraiment à côté. Donc, ça nous rassure que oui, on est capable de dénombrer des oies avec des images satellites. On a de la chance, elles sont blanches, et donc on peut retrouver ça. Et les densités qu'on peut calculer avec ça sont conformes à notre sont dans le range de ce qu'on peut estimer, ce qu'on a estimé à long terme. Et l'année 2020 serait une année avec une plutôt très bonne densité dans les années avec les plus hautes densités. L'autre chose qu'on peut extraire avec ces données satellites, eh bien, c'est potentiellement des nids de harfang. Pourquoi? Parce que autour des nids de harfang, quand le harfang, c'est une espèce qui va nicher dans la toundra uniquement quand il y a des fortes abondances de lemmings. Ces années-là, une année sur 3 environ, eh bien, on retrouve des harfang qui vont nicher à Bylot. Les autres années, eh bien, ils sont ailleurs, là où ils peuvent parcourir des distances incroyables pour aller nicher au Groenland, en Sibérie, revenir nicher à Bylot 3 ans plus tard. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les oies ont compris ça. Ils ont compris que quand le harfang est là, lui, il se nourrit que de lemmings, mais il est capable d'exclure l'ensemble des autres prédateurs. C'est un peu comme notre top prédateur qui va exclure les renards, les hermines autour de lui. Et bien, les oies ont compris ça et il n'est pas rare de retrouver 200, 150, 200 nids d'oies à proximité du nid de harfang. Et bien, ça, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc, ça, c'est une photo de 1993 où vous retrouvez ici le nid de harfang et autour, vous avez tous les nids d'oies qui ont été recensés ici autour. Eh bien, ce qu'on retrouve en 93, eh bien, on le retrouve aussi en 2020 avec, en dehors complètement de la colonie d'oies, on retrouve des agrégats des points blancs qui sont agrégés et on retrouve ça à différentes places. Vous voyez un autre exemple ici, on est capable de retrouver et il y a des points blancs un peu plus forts. On estime que le nid de harfang pourrait se trouver à cet endroit-là. Et donc, Marie-Christine a travaillé fort là-dessus pour essayer de voir combien de nids de harfang on pouvait recenser. Eh bien, il y en aurait entre 6 et 9 qui seraient confirmés pour 2020 à partir de l'analyse de ces photos satellites. Donc ça nous donne beaucoup d'informations. Les densités étaient élevées, ces doigts. C'est probablement dû en partie à la bonne condition que les oies avaient au printemps. C'est aussi en partie dû à la fonte de la neige qui était pas si tardive que ça. C'était pas une année où il y avait beaucoup, beaucoup de neige et ne pouvait pas nicher. La fonte de neige était dans les normales. Et puis, il y avait aussi la présence de harfang, donc de lemmings. Et donc, quand il y a beaucoup de lemmings, ça suggère que la prédation va se diriger principalement sur les lemmings et moins sur les oies. Donc, c'était plutôt une bonne année pour les oies à ce moment-là. Et puis, ça, c'est l'information qu'on peut retirer. Donc, une année avec potentiellement une forte abondance de lemmings, mais à voir parce que on sait qu'il y en avait des lemmings au début de la saison en juillet, mais ce qui se sont maintenus pour assurer une bonne reproduction des harfang et puis qu'il n'y ait pas eu de prédation à la fin, ça, on ne le sait pas. Ce qu'on sait aussi, c'est que les harfang, on n'est pas les seuls à l'avoir mentionné. Il y a aussi des Inuits. Alors, je ne sais pas si c'est de la nouvelle technologie, un email, mais quand même, ça compte. Et donc, c'est Brian Kounou qui travaille à Parc Canada à Prendre une lettre et qui m'a envoyé ça le 19 juin, qui dit que oui, il a vu des harfang nichés, des faucons aussi, mais pas encore de buses. Et ça, c'est des espèces faucons, buses, harfang, c'est des espèces qu'on retrouve uniquement quand il y a une forte abondance de lemmings.
Et puis, les nouvelles technologies et les Inuits, c'est quelque chose qu'effectivement, ils communiquent par courriel, mais pas uniquement. Il y a des réseaux sociaux ils sont très friands de réseaux sociaux. Et il y a une nouvelle application, Stiku, que vous avez sûrement entendu parler, mais pour lesquelles on participe à promouvoir ce projet-là, en tout cas dans la communauté de Pandinlet, pour que les personnes de la communauté renseignent de l'information à la fois sur la qualité de la glace de neige pour la sécurité, mais également sur leur chasse ou leurs observations de différentes espèces. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'émerger. Il y a beaucoup de participation. Et donc, les réseaux sociaux, utiliser les applications, c'est quelque chose qu'on encourage vivement. Et puis, c'est quelque chose qu'on va mettre aussi en place, nous, sur le terrain, dans les prochaines années. C'est sûr qu'on utilise ces outils-là aussi directement sur le terrain. Voilà pour un peu ce topo-là. La suite, l'avenir de ces projets-là, eh bien, ils vont arriver très vite, en fait, parce qu'on a un projet qui a été accepté par Sentinel-Nord, qu'on a appelé un peu des réseaux de suivi intelligent pour mieux comprendre les déplacements de la faune arctique et principalement pour suivre leur comportement, le comportement qu'on n'est pas capable de suivre habituellement, c'est-à-dire le comportement, par exemple, des lemmings sous la neige ou des hermines sous la neige, et la prédation qui peut être faite pendant l'hiver, c'est quelque chose pour lequel on a vraiment de la difficulté à obtenir. Ensuite, on a aussi beaucoup de difficultés à suivre des toutes petites espèces comme les lemmings et puis de voir les interactions prédateur-proie de ces lemmings et de ces renards qui sont pourtant clés dans le fonctionnement d'écosystème arctique. Et puis, on commence à avoir beaucoup d'informations parce que les renards sont suivis par l'équipe de Dominique Berthaud à l'Université du Québec à Rimouski. Et il y a des colliers qui sont mis sur des renards et pour lesquels on a vraiment maintenant de l'information extrêmement détaillée. Et vous voyez ici, tout en haut, ici, c'est des points qui sont pris toutes les 4 minutes pendant tout l'été. Et vous voyez qu'il y a une forte territorialité qu'on retrouve chez les renards ici, où il y a chaque couple ici est matérialisé avec une couleur différente et on voit qu'ils se séparent vraiment leur territoire. C'est quelque chose qu'on connaît maintenant, mais qui est vraiment une information nouvelle grâce aux nouvelles technologies. Et puis l'idée, c'est d'intégrer ces informations à petite échelle de relations prédateur-proie pour ensuite les intégrer dans des modèles plus complexes de suivi des écosystèmes. Et j'ai un étudiant donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, Frédéric Duluth-Debruin, qui va s'intéresser justement à mieux comprendre ces déplacements en utilisant l'intelligence artificielle avec un apprentissage par renforcement. Donc ça, c'est une collaboration qu'on a avec Audrey Durand. Et l'idée qu'il a en arrière, c'est d'utiliser des modèles qui sont utilisés pour prédire le déplacement des joueurs de soccer, par exemple. On peut, à partir de la configuration des autres joueurs présents, anticiper où est-ce que la balle va pouvoir aller pour atteindre un but précis. Et bien, ce même algorithme en arrière basé sur l'intelligence artificielle, lui, il va l'appliquer pour essayer de mieux comprendre les relations prédateur-proie en utilisant les données de renards, des données très précises de leur déplacement dans le paysage, pour lesquelles on a aussi de l'information sur les proies et pour lesquelles on a aussi de l'information sur qu'est-ce que je voulais dire? Sur l'habitat physique aussi. Donc, on va pouvoir être capable de mieux comprendre le comportement des renards et mieux comprendre leur comportement de prédation pour pouvoir être capable de déterminer leur patron. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est de faire du clonage comportemental, donc d'être capable de reproduire le comportement du renard à partir et l'utiliser sur des données empiriques et en même temps lui mettre de l'information environnementale en arrière du paysage. Voilà pour les prochaines avenues en recherche qu'on va développer qui vont utiliser ces nouvelles technologies-là. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Puis, je sais que la semaine prochaine, vous avez un autre webinaire sur la recherche en contexte autochtone. Et Catherine, je voulais faire un peu de pub pour Catherine parce que c'est une personne
incroyable, une communicante incroyable qui connaît très très bien les réalités nordiques. Et puis, donc, je vous invite à aller voir ça. Puis, on a mentionné un peu les connaissances de savoir traditionnel inuit tout à l'heure, qui nous donnent énormément d'informations et surtout dans ce contexte-là. Et puis, je pense que ce webinaire-là va vous éclairer un peu sur comment on peut faire mieux notre recherche qu'on conduit en Arctique à travers ces communautés-là. Je tenais vraiment à remercier beaucoup de partenaires qui ont pu rendre ces projets possibles. Donc, le Centre d'études nordiques, Sentinel Nord et ArcticNet sont les principaux qui ont vraiment soutenu ce projet et principalement pendant cette période de pandémie qui ont permis qui nous ont soutenus pour qu'on puisse aller sur le terrain au printemps dernier, sans ça, on aurait vraiment eu de la difficulté à poursuivre nos activités de recherche. Donc, merci beaucoup et merci pour votre attention. Je suis prêt à prendre des questions. Et merci, Pierre. C'était très, très, très intéressant. Puis, j'invite tout le monde à poser des questions. Pour débuter, j'ai quelques questions sur les petits émetteurs. Puis, la durée de vie d'un appareil comme ça, c'est, je pense, c'est relié aux durées de la pile qui est dedans, j'imagine. C'est ça? On parle des petits géolocalisateurs? Oui, c'est ça. Donc, oui, on peut les suivre 1 an, voire 2, mais pas plus que ça. Ah oui, OK. Mais donc, il faut recapturer l'oiseau. Puis, quand par exemple, j'ai montré l'étude sur les puffins ou sur les labs à longue queue, et bien dans ce cas-là, on recapture l'oiseau puis on lui met un nouveau géolocalisateur à ce moment-là. Donc, quand on recapture l'oiseau, on le change. Puis, on peut avoir des trajets comme ça sur le même individu sur plusieurs années de suite. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu suivre les différents trajets de ces oiseaux-là. Puis, est-ce qu'il y a un pourcentage de perte des émetteurs, des transmetteurs comme ça aussi? Oui, tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on a un peu de difficulté à voir. Je n'ai pas les données là, il faudrait voir avec Yannick et Donjean pour le taux de perte, mais pour des espèces qui sont très fidèles à leur site de reproduction et on les garde juste 1 an, on est capable quand même d'avoir un taux qui est intéressant. Ce qui est plus difficile, en fait, ce n'est pas le taux de perte qui nous embête le plus, c'est le taux de recapture. C'est difficile de recapturer le même individu 2 années de suite, par exemple. Donc, c'est ça qui est plus difficile pour nous, c'est de récupérer l'information. Donc, la perte la plus importante, elle est là. Elle est dans le fait de recapturer. Mais par contre, pour le suivi avec les oies, j'en ai un là, on a des panneaux solaires intégrés. Ce qui fait que là, il n'y a plus de problème de batterie. On peut les suivre. Là, en fait, c'est la chasse. Ils vont être tués à la chasse et c'est ça qui va faire arrêter le suivi plus que la mort de l'émetteur. Puis, est-ce que les chasseurs, est-ce qu'il y a comme une petite étiquette qui dit aux chasseurs de remettre le transmetteur à vous autres? Oui, tout à fait. Donc, mais là, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas le bon exemple ici, mais normalement, en arrière ici, il y a un autocollant qui est mis, puis il y a 2 lettres pour savoir quel oiseau c'est. Puis, on a le site Internet du suivi de la Grande Oie des Neiges qui est mis en plus ici. Et puis, sur le site, vous avez toute l'information pour nous écrire et ça marche plutôt bien. On a des chasseurs qui nous écrivent et puis qui nous redonnent l'information. Puis même, j'ai une anecdote là-dessus, on a même un chasseur qui a tué l'oie, mais qui n'a pas pu effectivement éteindre. On ne peut pas l'éteindre, hein, donc il émet tout le temps, mais on a pu suivre le chasseur, prendre l'autoroute et aller jusque dans sa maison. Puis on a pu retracer comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas. Oh! Est-ce qu'il y a des connaissances sur l'impact des transmetteurs sur le comportement ou santé de l'animal? Tout à fait. Est-ce que ça a un effet sur le comportement de l'animal? Je ne vais pas dire non, je vais dire oui, mais ça dépend où on le met. Puis c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup pour essayer de diminuer cet impact-là. Et sur les bagues, quand on met les petits géolocalisateurs sur les bagues, on n'a pas noté d'impact. Que ce soit sur des petits oiseaux échassiers, là, des limicoles, des shorebirds, ou que ce soit sur les labs, etc. Quand c'est bien fait comme ça, on n'a pas noté d'effet.
Ça a été testé. Donc là-dessus, on est plutôt content que les bacs, c'est quelque chose pour des oiseaux qui est très, très bien toléré. Avant, on mettait aussi des harnais, donc c'est comme des sacs à dos qu'on mettait pour mettre un GPS sur le dos des plus gros oiseaux, là, comme les albatros ou des oies ou des rapaces. Alors, il y a certaines espèces qui tolèrent ça très bien. Donc, les rapaces, on peut leur mettre un sac à dos, puis des oiseaux qui planent, et puis pour lesquels on va retrouver de la reproduction, puis il n'y a pas une baisse de survie. En tout cas, on ne note pas d'effet. Si on met un sac à dos sur une oie, là, par contre, oui, on va retrouver un effet, c'est-à-dire que les oiseaux ne vont pas se reproduire. Donc, on a des effets importants. Maintenant, avec des colliers, il y a toujours un effet. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'effet, il y en a un, mais il est considéré comme léger. Puis on est en train de travailler à miniaturiser ça pour le mettre sur des bagues. Donc on sait qu'il y a un effet qui est de l'ordre de quelques pourcents de survie, mais on est mieux là, on améliore sans cesse la technologie pour finir par arriver à mettre une bague. Donc on travaille très fort avec la plateforme technologique à essayer de Sentinel-Nord, à essayer de réduire ça pour mettre ça sur des bagues. Donc, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de diminuer l'impact. Et les technologies actuelles, on est très, très proche d'avoir quelque chose où on va pouvoir suivre les oiseaux, même type que leur mettre une bague métal, comme on fait tout le temps. Ça n'aura pas plus d'impact plus tard, puis on pourra les suivre sans avoir aucun impact. Quelle est la population des oies Ebilo? Est-ce que c'est stable et combien de colliers est-ce que vous devez mettre pour avoir un bon taux d'échantillonnage? Oui, alors la population à l'île Bilo, elle est plutôt stable. On a environ 20 000 couples et ça, c'est plutôt stable depuis les années 90. La population est par contre en très forte augmentation, mais ça se fait c'est-à-dire ça s'étend sur d'autres colonies, mais la densité de population à l'île Bilo, on la suit, là vous voyez l'image en arrière, eh bien ça, c'est plutôt stable. Et puis, combien on met de colliers, ben, ça dépend. Je ne sais pas tous les sortes de marquages qu'on a, mais on met des colliers jaunes. Ça, c'est juste une lettre et un chiffre, enfin 4 lettres et chiffres qui sont posés, qui nous permettent, grâce à des bénévoles qui vont suivre ces oiseaux-là le long de leur migration, eh bien, on peut avoir de l'information sur leur survie et éventuellement leur succès reproducteur. Et ça, ben, on marque environ je sais, 300 femelles peut-être qui sont marquées avec des colliers par année. Je n'ai pas tous les chiffres, mais on en marque plus dans le sud. Donc, environ 1 millier par année qui sont marqués. Mais d'individus qui sont capturés, c'est plutôt dans les 3 000 à 4 000. Parce qu'on a les mâles et les jeunes qui sont marqués avec juste des bagues dans ce cas-là. Puis ces bagues nous donnent beaucoup d'informations parce qu'on a beaucoup plus d'individus qui sont marqués juste avec des bagues. Donc, on a peut-être environ 100 000 individus qui ont été marqués avec des bagues depuis le début du suivi. Et ça nous donne de l'information juste parce que les chasseurs nous rapportent les bagues et puis on peut faire des modèles de survie. Donc, en fonction du type de marquage, on a différentes informations et on fait différents modèles. Quand on a des émetteurs satellites, eh bien, on peut tout avoir si on veut, le comportement, la phénologie de migration, et puis on peut aller jusqu'à la survie. Jean-Sébastien Moore a une question. Jean-Sébastien? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, salut Jean-Sébastien. Salut, mais vous ne me voyez pas. Bon, c'est pas grave. Vous ne manquez pas grand-chose. J'ai trouvé ta présentation super intéressante. C'est toujours super excitant de voir le type de données que vous êtes capable d'aller chercher avec les animaux terrestres. Là, nous, avec les animaux aquatiques, c'est un peu différent. Mais je me disais, j'ai entendu parler beaucoup, puis je ne connais pas beaucoup ce projet-là, mais des gens à l'Université de Constance qui travaillent sur un projet qui s'appelle Icarus, qui permet le suivi d'espèces animales par satellite et puis tout ça. Je ne sais pas si tu connais ce projet-là, puis si vous avez des plans de collaborer avec eux ou c'est un peu vague là, comme commentaire, là, mais j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, j'en ai pas parlé parce que ce système-là est super, c'est un système européen, donc il y a des satellites qui ont été lancés pour suivre spécifiquement pour des émetteurs, donc ce serait parfait pour nous. C'est des satellites qui sont dédiés à ça. Il y a juste un problème, c'est que les satellites, ils s'arrêtent à 56 degrés nord. C'est vrai? Ouais. Sinon, ce serait parfait. OK, OK, parce qu'il y a quand même
plusieurs espèces d'oiseaux qui vont nicher dans les régions en Arctique et puis tout ça. C'est quand même surprenant. Ouais, Okay. On a communiqué avec eux. Okay. C'est quelque chose qu'ils ont en ligne de mire, mais pour l'instant, les satellites qui a été lancé, c'est pour suivre quelque chose de plus. Ça couvre, c'est ça, je pense qu'on c'est entre plus 56 et moins 56. Donc, c'est quand même pas mal. Mais... Oui, bah oui, quand même. Mais OK, donc, pour nous, peut-être. Ouais, quand on a vu ça sortir, on était tous super excités. Mais peut-être dans le futur. Oui, c'est pas exclu. Ouais, cool. Merci. Et on a quelques questions dans le chat, Pierre. Moi, je le vois pas, donc. OK. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Alors, une idée de l'impact de la réduction de pression de la chasse des oies des neiges en 2020 sur la démographie. Avez-vous une idée de l'impact de la réduction? C'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'on a une condition qui est haute très tôt en saison. On a une densité qui est très forte, d'après nos images satellites, au début de l'incubation. Puis après, on ne sait pas. Puis quand le Service canadien de la faune, puis l'équipe de José Lefebvre a fait les dénombrements à l'automne, ils ont trouvé quelque chose de très moyen. Pas une très, très bonne année comme on s'attendait. Ce qui fait on manque quelque chose. Puis on a vu, il y avait beaucoup d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de très grosses familles. Donc ça a dû être très bien par endroit, puis pas forcément partout. Donc avoir une information très claire, je ne pourrais pas la donner. Ça a été très bon probablement jusqu'en juillet. Est-ce qu'il y a eu un effondrement des lemmings à ce moment-là? Puis il y a eu beaucoup de mortalité sur les jeunes. C'est plausible ça, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas et je le sais d'autant plus pas qu'on n'a pas eu de comptage cette année. Donc il n'y a pas eu de comptage au printemps de la population des oies à cause du confinement. Et j'espère qu'il y en aura un en 2021 parce que ça, c'est de l'information qui est vraiment importante. C'est-à-dire que toute la population est comptée au printemps avec des suivis aériens. Et on espère vraiment que ça puisse aller de l'avant en 2021 parce que ça va être aussi une information pour savoir s'il y a eu un boost de population ou pas, de recrutement. Est-ce que la surabondance des oies a augmenté la détérioration de la toundra? Alors ça, c'est quelque chose qui a eu lieu avec la petite oie des neiges plus dans l'ouest. Et Gilles Gauthier a travaillé beaucoup là-dessus à l'île Bilot, puis il a mis en place beaucoup de suivis expérimentaux. Et non, il n'y a pas eu d'évidence de surbroutement pour cette population-là. Et en fait, pourquoi il n'y a pas eu de surbroutement? Mais il y a deux raisons. D'une part, il y a eu les changements climatiques qui ont bénéficié à la végétation. Donc, même s'il y a une augmentation de la population, eh bien, il y a aussi une végétation qui est plus forte. Et il y a surtout eu l'instauration de la chasse de printemps en 1999 qui a limité la taille de la population autour de 1 million, un peu en dessous. Et donc ça a permis de ne pas avoir cette explosion démographique comme il y a eu chez la petite oie des neiges dans l'Ouest. Et donc ça, c'est bien connu qu'il peut y avoir de la dégradation parce qu'ils sont capables de tirer sur les jeunes pousses et puis d'arracher. Et donc là, il n'y a plus de régénération possible dans ces cas-là, puis on peut avoir la désertification locale. J'ai vu David Pelletier là, qui apparaissait, donc je ne sais pas si c'est lui qui voulait poser une question. Il voulut, mais apparemment, la question de Jean-Sébastien Moore a été répondu à cette question. Laetitia, peux-tu ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Puis aussi, Marianne Turcotte veut savoir comment vous anticipez la saison de prise de données qui vient, compte tenu qu'il pourrait y avoir les possibilités que la pandémie perdure encore quelques temps. Ouais, je ne sais pas, je dirais que c'est un gros point d'interrogation. Ça va être ma réponse parce que je ne le sais pas. Puis je ne pourrais pas continuer à essayer
Et dire est-ce qu'il y a de la COVID dans les oies, cet argument-là, je ne pourrais pas le réutiliser pour retourner sur le terrain au printemps. Donc, j'espère que ce ne sera pas si pire et qu'on pourra y aller. En tout cas, je fais comme si je mets toutes les options possibles. Donc, je vais être prêt pour toutes les éventualités. On a fait plein de demandes de permis, plein de demandes de... On est prêt à tout, en espérant pouvoir faire tout. Puis Laetitia veut savoir si c'est possible de suivre une espèce durant une année avec un système télémétrique sans recapturer les individus. Oui, bah c'est ce qu'on met sur les oies, là, c'est retransmis directement par le réseau cellulaire. Donc, dès que donc, il y a un GPS qui est à l'intérieur, qui va enregistrer tout le trajet, et dès qu'il se retrouve en contact du réseau 3G ou 4G, eh bien, les données sont transmises à ce moment-là. Donc ça, c'est un système. Il y a d'autres systèmes pour pouvoir transmettre l'information. Donc, il y a des systèmes, bon, je ne sais pas si je rentre dans les détails, mais sinon, oui, c'est tout à fait possible. Mais pour les petits individus, c'est difficile. Mais comme j'ai dit, que le reverse GPS au début, là, sur les chauves-souris, mais c'est typiquement ça, où les tours Motus, on n'a pas besoin de recapturer l'individu parce que ça émet juste un signal continu avec une fréquence qui est un tout petit peu différente. Donc, chaque individu peut être reconnu par les tours. Et donc là, il n'y a pas besoin de recapturer l'individu. On le pose une fois et puis on peut suivre. Alors, dans le cadre de Motus, on a juste des dates de passage. Mais pour des colliers GPS comme ça, on a tout le trajet. Donc, ça dépend. Plus on peut mettre de batterie et de circuits imprimés gros, plus on va avoir d'informations. Mais oui, on est capable. Mais pour les géolocalisateurs, comme je parlais, pour l'instant, pas encore, mais on espère pouvoir avoir ça dans le futur. Ouais. Merci, Pierre. Je ne vois aucune autre question. Donc, on va mettre fin au webinaire. Merci encore, puis bonne semaine. Et merci à tous les étudiants qui ont participé. Oh oui, il y avait beaucoup d'étudiants. Oui, être professionnel, c'est vraiment... je suis vraiment chanceux, bien entouré. Merci beaucoup. Merci.